Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à l'émission Les métiers d'autrefois. Nous abordons cette semaine les coupeurs de glace et le métier de scieur de bois. Le moulin à scie est capital pour toute la création des villages au Québec. Et souvent, même raison, si vous voulez avoir un village, ça vous prend un moulin à scie. Et avec le temps, on en arrive avec un moulin à scie un peu plus spécialisé qui va aller sur le bord de l'eau, puis on va prendre la force hydraulique pour faire fonctionner le moulin à scie. L'apprentissage se fait de père en fils. Et souvent, vous avez 3 ou 4 générations, et on en a encore dans la région où, comme à Saint-Roch-de-Lys, vous avez un moulin à scie qui ça fait 3 générations qui sont là. Et la façon de scier, c'est fait votre renom aussi. Parce que chaque scieur a sa façon de faire. Et si vous voulez avoir une continuité dans le grain de bois, vous allez faire une première coupe d'un côté, vous allez tourner le billot, faire un autre. Fait que votre bois va se suivre, qu'on appelle. Pour faire des meubles, pour agrémenter, parce qu'on mettait peu de peinture à l'époque parce que la peinture coûtait cher, fait qu'il valait mieux avoir toutes les essences. On appelait ça déplier un arbre. Fait que ça, c'était beaucoup plus spécialisé, mais quand le scieur était capable de le faire, là, vous aviez une personne de qualité à l'époque. Il y avait 2 façons de faire à l'époque. La première, c'est que vous alliez au moulin à scie avec votre bois que vous aviez coupé chez vous, ou encore, vous alliez directement sur place et dire « j'ai besoin de tel type de bois, tel type de bois, tel type de bois », et lui, il le faisait venir. À ce moment-là, il vous chargeait en conséquence, mais pensez, si vous coupez votre bois, vous l'apportez, puis vous le retransportez après, ça coûtait pratiquement rien. C'était un net avantage, et souvent, on payait le moulin à scie avec mettons 25 % de la production, etc., parce que l'argent, il faut toujours le dire, est le nerf de la guerre, mais les cultivateurs, souvent, n'en avaient pas. Puis le scieur, des fois, avait besoin d'un type de bois ou d'essence. Il disait, si tu as du cerisier, je prendrais 8 bio, je vais te couper ça C'était une façon de faire aussi. Si vous voulez bien, regardons la capsule sur le scieur de bois. En Beauce, la forêt constitue un patrimoine et un moteur économique important dans le développement de son histoire. Le moulin à scie permet d'économiser du temps et la possibilité de se procurer des planches de toutes sortes et de toutes les tailles pour les différents travaux destinés à la construction et l'ébénisterie. Plusieurs métiers étaient tributaires du moulin à scie, notamment l'ébéniste, le charron, l'entrepreneur en construction et les fermiers. Devoir seigneurial d'abord, le moulin à scie deviendra un incontournable pour les besoins et le développement de toute la communauté. C'était au village Nadeau, taxi. J'avais ça des mains, puis c'est du bois de place en place, puis je travaillais avec lui à l'âge de 10 ans. Puis après, ils ont décidé de vendre ça. Puis mon père a acheté un moulin. Mes frères, ils l'ont fait 1 an, puis c'est là qu'ils sont découragés. Puis là, il m'est revenu à moi. Puis moi, ben, avec 12 ans, je suis recommencé avec mon frère, Laurent.
Puis j'ai toujours continué là-dedans. À les virer jusqu'aujourd'hui. C'est les voisins qui amenaient ça avec le faux. Ils coupaient des bio, puis au lieu de les vendre ailleurs, ils me les amenaient, puis c'est moi qui les achetais. Puis je faisais du bois de sciage, pas comme au comptoir aujourd'hui, pour vendre dans les moulins qui transformaient le bois en planche, puis en mandrisier plainé. Puis pas longtemps après, ben, l'argent rentrait, ben, je m'étais acheté des planeurs puis des fendeuses. Puis ça grossit tout le temps. C'est quand on était jeune, on habite aux côtés, parce que mon grand-père se trouve à habiter à gauche du moulin, nous autres à droite. Fait que là, le moulin est entre les deux. Puis quand on l'était aux vacances d'école, ben, on venait voir notre grand-père ici. Puis à un moment donné, quand on a vieilli, ben, il a commencé à nous faire travailler un peu. J'ai commencé à suivre le grand-père, je vais avoir à peu près 5 ans. J'ai continué jusqu'à 10, 12. Ensuite, l'école, puis les fins de semaine, les soirs. Mais quand on avait un petit lousse, là, tant qu'à rester dans la maison, rien faire, on venait passer notre temps au moulin, puis voir le grand-père travailler, puis mon père, quand on était jeune, travaillait ici. Là. Nous autres, on est 3 frères. Fait que là, il y en a un qui venait, puis là, quand il partait, il y en a un qui prenait sa place. Puis là, je me suis ramassé ici. Puis ça finit que j'ai tout le temps été ici. Non, on n'a pas personne de formation vraiment officielle. Moi, c'est ça, j'ai mes cours d'électricien, mes frères mécaniciens, mais on l'a appris sur le tas, avec le grand-père un peu à montrer ses techniques un peu. Nous autres, on a changé des fois les principes, là, mais travailler ces machines, c'est pas des machines neuves, fait que ça vient avec l'expérience pour développer des petits trucs des fois, mais pour nous autres, pour les clientèles qu'on fait, ben, c'est des machines qui sont plus manuelles que vraiment travailler avec l'ordinateur. C'est notre grand-père, il a 90 ans, vous le voyez encore, il sait encore des bio. Ça a travaillé toute sa vie, il en connaît beaucoup. Il nous a tout transmis ça, puis sûrement pas tout, mais il en a beaucoup montré. Il n'y a pas une école qui va nous montrer tout ce qu'on a appris avec notre grand-père. Tout, j'avais appris moi-même, j'ai tout expliqué ça. Moi, je faisais une machine, puis je lui disais comment se prendre, mais je les envoyais ailleurs pour qu'ils prennent d'autres moyens. Puis ils y ont été. Après ça, quand j'ai vu qu'ils avaient appris quelque chose, bien, les ai laissés tranquilles, puis ça débrouillait à le restant à eux-mêmes. Il nous donnait des trucs, mais on n'a jamais les mêmes trucs. Puis la même façon de travailler. Fait que là, il nous expliquait un peu sa manière, puis après ça, il disait « Fais ce que tu veux. Tu sais comment elle marche. » C'est les moulurières ou sur cette machine-là, c'est lui qui m'a appris comment à l'ajuster, faire la maintenance, quand elle est brisée. Bien, on n'a pas le choix qu'on se répare. On se répare pas mal toujours, nous autres mêmes, faire la maintenance, l'entretien. C'est sûr qu'il nous apprend encore. Des fois, on s'assit et on se met à parler avec. Ça a du vécu. Il y a des histoires à raconter. Pas mal. Je dirais qu'on fait un peu pas mal tout, mais l'achat des bio, après ça, quand on les achète, c'est moi qui va les mesurer pour faire le prix pour. Après ça, service à la clientèle, bois détail, le débitage du bois, justement, comme avec la fendeuse ici, répondre aux clients, du bois en détail, quand on arrive à faire des patios, des gazebos, du revêtement extérieur, c'est pas mal plus moi qui le fais comparé à André, mon frère. Là. Je trouve que c'est deux produits qui se complètent. Moi, j'ai ma clientèle, mes frères ont leur clientèle. Les deux se mixent. Le monde vient pour des madriers de bois. Ah, vous avez des portes. Le monde vient pour des portes. Ah, vous avez un moulin à scie. Moi, je suis plus, mettons, dans les moulures, la moulurière, tournage de bois. Un peu d'ébénisterie, mais pas beaucoup. Un petit peu de meubles, mais je veux plus en faire parce qu'on manque de temps et c'est long à faire. Puis ensuite, c'est ça, on a tous les vieux couteaux, les vieilles moulures. Sinon, on les fait quand on les a pas, là. Mais on en a plusieurs. À force d'acheter des machines, bien souvent, les machines usagées, les couteaux viennent avec aussi. Bien, il faut aller de l'inventaire parce que quand elle grossissait,
Quand les clients arrivent, ça ne donne pas d'inventaire dans le cours, ça ne marche pas. Notre grand-père, il a tellement fait monter un inventaire dans la cour à bois, c'est des 100 000 et des 100 000 pieds de bois, que l'inventaire, on sait qu'on l'a. Fait que le client vient, ça me prendrait d'un par 4. Oui, je l'ai. Je l'ai peut-être pas de genre 1 par 4, mais je vais prendre des blocs puis je vais te le transformer. On a tout du bois fait sur mesure, des grosses bimes, que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un morceau de bois qui n'est pas standard, on se trouve à débiter dans le gros morceau pour prendre ce qu'on a de besoin. Quand on a un bio, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On fait-tu des beaux morceaux larges ou on le débite en planche? Parce que des fois, il est beau, il n'y a pas de nœud. Mais c'est rare qu'on veut un morceau de 18 pouces de large, ça finit qu'on le débite tout en petites planches. Ça marche au pied de bois. On le voit à l'œil, nous autres, à cette heure, on a une charte, une petite grille qu'on sait tout le temps les grosseurs et les longueurs. Ça marque de haut les pieds de bois que chaque bio a. Puis après ça, bien là, un coup qu'on a mesuré, bien là, dépendamment de la qualité, dépendamment de la sorte, on sait quel prix que ça peut valoir. C'est sûr que quand tu arrives dans le bois franc, qui n'a pratiquement pas de nœud, on s'entend que c'est pratiquement le double que dans le bois mou, là. Un bio comme ça, on skate 4 pouces et 7. On skate 4 pouces et 7. Ça, c'est pas bon. S'ils ne veulent pas, bien, on les laisse aux propriétaires. On ne les amène pas. Puis quand ils sont bons, quand il y a des nœuds comme ça, mais avec les prix ça t'arrange, des fois ça roule de 10-15 piastres du mille. Quand ils sont comme ça, bien, c'est du bois qui est fait. Parce qu'il est beau et il n'y a pas de nœud. C'est fin décembre, début janvier. Ça serait pas mal l'idéal à bûcher. Que le bois il est mort, il ne pousse plus, il n'y a plus de sève dedans. Fait que c'est tout notre bois qu'on a acheté qui est à la grandeur de la cour du moulin. Même s'il est grisonné, il est juste grisonné à la surface, mais il était très, très bon encore à l'intérieur parce que justement, c'est du bois qui a été coupé l'hiver puis qu'il n'y a pas de sève dedans. Moi, c'est sûr que là, on est rendu avec un entrepôt, avant qu'on n'avait pas. C'est sûr qu'on aimerait ça se faire un inventaire de mouleux, tout classé, les planches embouffetées, tout prêt. Là, on fait sur mesure parce qu'on n'a pas de place, puis on manque de temps. Fait que le gars, il arrive, il dit « J'ai besoin de 1500 pieds de planches embouffetées. » Bien là, il faut que tu me laisses 2 semaines parce qu'on ne l'a pas. Mais ça, j'aimerais ça un jour. Tout ce qui est standard qu'on fait plus souvent, se garder un inventaire de ça. C'est jamais la même chose. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Tu arrives ici, puis on sait nos commandes. Mais tu sais, je peux faire... une journée, je peux faire une commande parce qu'il y a une grosse commande. Puis l'autre journée, dans une après-midi, je peux en faire 10 commandes. Là, parce que justement, il y a besoin d'un petit morceau là. C'est ça, répondre à la clientèle. Le monde, ils ont une planche de pourri sur leur revêtement extérieur. Bien, ils veulent rien que changer la planche. Fait que, on prend 1 heure à faire 2-3 planches. Puis des fois, ben, on se revire de bord, puis son voisin à côté, il arrive, puis que ça me prendrait tout mon revêtement extérieur, puis qu'il arrive avec 5000 pieds de superficie. Bien, là, tu vois, finalement, ça a valu la peine de faire ma petite planche qui valait 2-3 piastres, que j'ai perdu une demi-journée avec ça. Mais c'est ça qui est plaisant. C'est jamais la même affaire. C'est pas routinier, c'est pas à la chaîne. On s'adonne bien, mais les 3 frères, on s'adonne très bien ensemble. On s'adonne encore avec notre grand-père. Notre grand-père, il a 88, mais il est encore très, très lucide. Il est le fun de jaser avec. Les clients viennent, puis il y en a qui veulent juste jaser avec lui parce qu'il a vu la vie, là. Il a vu d'autres mentalités, d'autres... Dans le temps, c'était pas pareil partout non plus. Là. Comme je dis, la mode a changé beaucoup, là, mais... Bruno a ses avantages, André aussi. Moi, j'ai les miens. On se complète les 3. Faut voir ça comme une équipe. Du scieur de bois, on va passer au coupeur de glace. On coupe avec à peu près les mêmes scies, sauf qu'un et l'autre sont complémentaires, dans le sens suivant. C'est qu'une fois qu'on a coupé la glace, si on veut la conserver, on a besoin de la sciure de bois. Le coupeur de glace, c'est un métier qui doit dater au Québec à peu près des années 1800-1820. On s'est aperçu que quand on fait une production laitière, si on veut conserver notre lait, si on veut conserver le beurre, si on veut conserver tout ce qui est fromage et autres, on a besoin de cubes de glace. Et les villes se sont mis à se spécialiser. Donc, vous avez des boucheries. Les boucheries demandent aussi, en plein été, d'avoir des frigidaires, des réfrigérateurs à l'époque, qu'on appelle. Et
On va acheter de la glace, on va faire des glacières qu'on appelle. La glacière, c'est le lieu où on entrepose les grands cubes de glace. Les cubes de glace vont avoir en moyenne entre 2 pieds de largeur et 8 pieds de long. Et selon le froid de l'hiver, vous pouvez avoir des fois jusqu'à 3 pieds d'épaisseur. Et après ça, on les sort de l'eau, on les amène à la glacière, on les abrille avec du brin de scie. Et durant tout l'été, vous allez perdre à peu près 10 de la grosseur du bloc. Pourquoi la glace? La glace a été capitale et c'est ce qui a permis à nos villes de se développer. Si vous voulez bien, on va regarder justement la capsule sur le coupeur de glace. Autrefois, les cultivateurs comme les gens qui habitaient les villages conservaient leurs aliments pendant l'été au fond de leurs puits, dans des caveaux ou encore dans des jarres hermétiques. Ceux qui habitaient près des rivières y coupaient la glace et la conservaient pour tenir leurs aliments au froid. Des frigidaires à liqueur, des frigidaires pour les maisons. Et, je pense que ça n'existait pas beaucoup. Il y avait du courant à Saint-Joseph. Mais il n'y avait pas de frigidaire. À un moment donné, les frigidaires ont commencé à sortir. Mais c'est pas tout le monde qui avait tout de suite les frigidaires. Hein? Le seul moyen de conserver les aliments, c'était d'avoir quelque chose qui était froid, donc la glace. Chez nous, ici au Québec, mais tout le monde le sait, c'est qu'on a des bons hivers. Le but, c'était tout simplement de recueillir la glace au moment où elle était la plus épaisse. Donc, en principe, on cueillait la glace fin décembre, janvier, février. Bien, nous autres, on a vu qu'on avait un magasin. On avait besoin de la glace pour le magasin. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de frigidaire. Il y avait une espèce de boîte là, en tôle là, avec un couvert dessus. C'était une espèce de glacière. Puis là, dans ce temps-là, il fallait un morceau de glace. À tous les matins, il fallait laver le morceau de glace dehors. Puis là, je prenais 2 morceaux parce qu'en haut, pour la maison, il y avait une petite glacière, puis il y avait besoin de la glace aussi en haut. Il devait aussi mesurer la quantité. Exemple, moi, je suis un boucher. J'ai besoin de 150 blocs de glace de 2 pieds par 2 pieds par année. Si au printemps, j'arrive puis ma glace n'est pas assez épaisse, puis qu'elle a 18 pouces seulement. Dans mon calcul, il faudrait que je calcule que c'est plus 200 blocs de glace que j'ai besoin. C'est un tiers de plus, parce que j'ai 6 pouces de moins de glace. Puis on coupait en moyenne pas loin de 5 à 6 000 blocs par année. Donc on arrivait sur la rivière et on préparait la glace. Donc la glace devait se préparer un petit peu en avance. Le principe, c'est que quand les gens savaient qu'ils se faisaient de la glace, tous ceux qui avaient besoin de glace, ils venaient. Ils prenaient ça en haut du pont, parce qu'en bas, il y avait la décharge du ruisseau, là. Puis la glace, ça pouvait être plus mince, là. Et puis le bas, c'était la décharge de la petite rivière. Encore, la glace était plus mince. Fait qu'ils prenaient ça surtout en haut du pont par rapport à ça. Puis à ma connaissance, quand j'étais jeune, M. Lagueux aussi prenait sa glace-là. Et lui, il la faisait épaissir tout l'hiver, là. Il grattait vis-à-vis jusqu'à ce qu'il prenait sa glace. Puis il la faisait épaissir. Donc, j'ai présentement là, un outil qu'on appelle un traceur. C'est des 6 à 7 socles qui sont un à l'arrière de l'autre. Le but, c'est de faire un entaille là, jusqu'à une profondeur de presque 2 pouces à la première passe. Donc, il faut dire qu'on peut faire une deuxième passe où, à ce moment-là, la profondeur du trait que je fais là, est de 4 pouces. Là, quand tout le carrelage avait été fini, là, tout le monde pouvait arriver avec une scie, puis partir d'un coin, puis partir dans l'autre coin. Chacun sciait
pour avoir tous des carreaux égaux. Là, on est à l'étape de sortir les blocs de glace puis de les amener au bord. C'est souvent, quand on croisait de la glace comme ça, c'était pas sur le bord de la rivière, c'était au centre de la rivière, au centre d'un lac. Donc, on creusait un couloir d'eau jusqu'à la berge. Et à l'extrémité, à l'autre bout là-bas, souvent, il y avait un genre de madrier qui rentrait dans l'eau. On glissait les blocs sur les madriers, puis souvent, c'était tiré par des chevaux pour les sortir de la rivière ou du lac. Pas tout le monde qui faisait un couloir. Il pouvait arriver que des gens sortaient à l'intérieur d'un lac, en plein milieu du lac, des morceaux de glace. Fait que chaque morceau de glace était sorti sur des traîneaux. On passe à l'étape où on doit sortir un bloc de glace de l'eau. Il y avait deux techniques. Là. Il y a une technique qui est plus facile, c'est qu'ils se mettent 2 personnes par bloc, parce que dépendamment de la grosseur des blocs, plus les blocs sont gros, plus ils sont pesants. C'est ce qu'on appelle le système de bouchon. C'est vous calez votre bloc de glace. Quand il remonte un petit peu plus haut, comme un bouchon qu'on cale dans l'eau. Donc on va se servir de la pince aussi. Oh. OK. Et quand les personnes sont certaines, on le descend un peu. Et voilà. Il y avait une bâtisse raculée là, en arrière. Puis là, c'était la glacière. C'était une grosse bâtisse. Les voitures, les secousses, ça montait par cette côte-là, par le chemin de la céramique. Là. Puis ils montaient sur le terrain du palais de justice. Puis ils arrivaient justement en arrière de cette bâtisse-là. Puis la bâtisse, elle était plus basse, puis le terrain du palais de justice était plus haut. Ça fait que là, ils mettaient des îlots, ils envoyaient des morceaux de glace qui rentraient dans la bâtisse. Puis ils mettaient des rangs de côte, puis chaque rang, ben, c'était du brin de scie. Bon, là, on va passer à l'étape suivante, qui est conservation de la glace. On a vu tantôt qu'on a extrait la glace sur un lac, puis qu'on l'a amené dans un endroit où on doit entreposer de la glace pour conserver la glace pour au moins 1 an. On parle à ce moment-là qu'on utilisait du brin de scie. Le brin de scie qui était utilisé, c'était le brin de scie scié l'hiver, lorsque les billes étaient gelées. Donc, la bille, le sciage était presque glacé lorsqu'on mettait alentour des blocs. Les gens allaient commencer à mettre des blocs en série, disons une rangée de 10 blocs, puis ils remettaient une autre rangée de 10 blocs d'un autre sens, puis ils laissaient au moins une distance d'1 pouce chaque barre. Tu prends le brin de scie, puis tu enterres ton bloc. Le but, c'est de ne pas laisser d'espace pour que le courant d'air, pour qu'il y ait de l'air qui aille à travers les blocs. Là, ça ne s'applique pas beaucoup parce qu'on a juste 2 blocs de front. Puis ça pourrait... Puis ici, là, je veux dire, même chose, on continue, on remplit ça de cèdre, de brin de scie, l'autre côté aussi. Puis quand c'était le temps d'appliquer une deuxième rangée, on rajoutait encore à la grandeur une couche de brin de scie, au moins 2 pouces. Puis avec le bloc qui revenait après, on prenait le bloc, puis on le mettait dans la jointure de l'autre. Pour assurer une continuité, comme je vous disais tantôt, c'est une chaîne. Tout le monde travaillait en chaîne. Fait que vous remettiez un autre bloc comme ça. Toujours penser que là, c'est peut-être pas la même épaisseur, mais au moins un gros coussin entre les blocs, là, pour pas que ce bloc-là touche aux autres. Moi, j'avais une voiture plus grosse, avec un cheval plus gros un peu, ça fait que je chargeais plus que mon père. Lui, il mettait 2 blocs, moi, j'en mettais 3. Ben, tu vois sur la photo, là, comment c'est placé. Le rack, là, c'était 2 montants. Ça fait qu'il mettait les blocs penchés comme ça dans les montants pour pas que ça débarque. Fait qu'en mettant ça de même, il ne pouvait pas débarquer. On pouvait faire 4 à 5 voyages par roue. On déchargeait les blocs. Nous autres, je pense qu'il y avait un Canada, là. On jetait les blocs à terre. On virait de bord, on s'en allait. On ne traînait pas, là, parce que
Lui, il fallait qu'il fournisse là-bas, puis nous autres, tout, il fallait fournir à Hawaii, parce que c'était encore à Salon, là. Dans les belles années du commerce de glace, un bloc coûtait environ 25 sous. À partir de 1950, l'arrivée du réfrigérateur électrique remplace progressivement l'armoire à glace dans les maisons québécoises. Les derniers coupeurs de glace finissent par disparaître dans le courant des années 60. Merci d'avoir été là pour les deux nouveaux métiers, le coupeur de glace et le sieur. Et la semaine prochaine, nous vous reviendrons avec deux autres métiers. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.